Je m'appelle Bénédicte Sillon, je suis psychologue. Je suis aussi maman de 3 enfants. Et depuis une vingtaine d'années, j'exerce mon métier, ma profession de psychologue dans des environnements variés. Alors, qu'est-ce qu'une blessure? L'axe que j'ai choisi dans l'ouvrage, c'est de considérer que les blessures, elles sont de l'ordre de l'affectivité. C'est-à-dire que l'être humain est un être de relation, à tel point que sans relation, le tout petit se laisse mourir. C'est des expériences terribles qu'on a observées dans les orphelinats roumains à l'époque de Ceausescu. Donc un enfant à qui on ne parle pas, dont on ne prend pas un soin autre qu'un soin physique, se laisse mourir. Donc la relation, c'est pas juste j'ai besoin de parler à des gens, c'est vraiment je me construis dans le regard de l'autre, par le contact avec l'autre, et pas n'importe quel autre, avec celui qui est censé s'occuper de moi le plus souvent, donc le plus souvent la mère, mais parfois c'est le père, parfois c'est une marraine, enfin bref, une personne identifiée, repérée. Et cette construction par et dans la relation, elle s'appuie autour de quelque chose qu'on peut appeler la confiance, la sécurité affective. Dès que cette sécurité affective ou cette confiance interpersonnelle est abîmée, alors il y a une blessure. Alors évidemment, ça va très vite, parce que on se blesse, notre humanité est loin d'être parfaite, donc on passe beaucoup de temps à se blesser les uns les autres, par manque d'attention, par projection de ce que l'autre peut vivre ou penser ou désirer. Donc on porte tous des blessures. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est évident. On est tous des êtres blessés, et en tant qu'adultes et parents, malheureusement, il faut accepter, accueillir avec le moins de culpabilité possible, j'ai envie de dire, que oui, on va blesser, on blessera, y compris nos enfants. Même si on les aime très fort, notre amour ne sera pas toujours ajusté, il ne sera pas toujours adapté. Après, qu'est-ce qui nous fait repérer qu'il y a une blessure? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on porte une blessure? D'abord, tout ce qui relève de l'ordre un peu de l'automatisme, de ce qui vient malgré moi. Par exemple, je suis quelqu'un qui porte beaucoup d'attention, par exemple, aux soins, à l'ordre, etc. Et pour autant, dans certaines circonstances, tout est en bazar chez moi. Je n'ai pas voulu, d'une certaine manière, mais ça se met en place malgré moi. Ou bien des choses où, à l'inverse, je pense être quelqu'un de convivial, de chaleureux, de sympathique, et puis régulièrement, et ça on voit très fort en entreprise, dans les situations professionnelles, on me renvoie non mais en fait t'es un peu hautain, non mais tu prends un peu les autres de haut, et on se dit c'est pas du tout ce que je voudrais renvoyer. Donc là il y a un écart, et en fait cet écart c'est la manifestation de la blessure. C'est-à-dire que je me suis construit une identité qui ne correspond pas au réel. Et parce que je me suis adaptée. C'est pas parce que je suis faux ou hypocrite, ça c'est encore autre chose. Il y a un écart entre la représentation que j'ai de moi et la réalité de mes comportements. Et j'ai pas la main dessus, c'est-à-dire que je le vois pas. Je vais apprendre à le voir, à l'accueillir, à le reconnaître, avec l'aide des autres, la maturité, parfois avec des professionnels. Mais au départ, je ne m'en rends pas du tout compte et je tombe des nues. Et puis après, pour les blessures les plus graves, qui vont donc générer du traumatisme, on va avoir là une symptomatologie psychique et comportementale et somatique qu'on connaît bien aujourd'hui, avec ça peut être de l'insomnie, ça peut être des flashbacks, ça peut être des peurs permanentes, une espèce d'hypervigilance, des sursauts au bruit, à certaines circonstances, des moments de panique qu'on n'arrive pas dont on ne connaît pas l'origine ou qui semblent déraisonnables. Comme on se construit dans l'affectivité, les blessures, il y en a souvent quelques-unes dans notre parcours. Et quand elles sont trop répétées, trop graves, trop précoces, elles vont impacter le développement psychique. Et en impactant le développement psychique, elles vont générer des symptômes d'ordre psychologique, parfois même d'ordre psychiatrique. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout trouble psychiatrique relève de blessures affectives. Ce serait un raccourci dans lequel il ne faut pas tomber, c'est pas ce que nous dit la science aujourd'hui. Mais pour autant, le lien est quand même souvent présent. Une des choses que je fais dans l'ouvrage, effectivement, c'est de distinguer la blessure, l'épreuve et le trauma. La blessure, je l'ai évoqué, on est sur cette réalité affective qui est blessée, abîmée, qui est abîmée, qui est froissée, parfois même qui est vraiment broyée. Le trauma, c'est la situation qui dépasse mes capacités psychiques et donc face auquel mon psychisme, mon système interne réagit avec ce mécanisme de faire disjoncter pour protéger ce qui peut être protégé, avec évidemment des effets périphériques, des effets de bord, notamment dans la dissociation, il y a comme des petits bouts de représentation, de sensations qui sont synthétisés et qui viennent régulièrement
télescoper ma planète avec des effets pas très agréables de reviviscence, de flashback, d'inconfort, d'insécurité. Et puis il y a cette troisième réalité qui est une réalité de vie, qui est l'épreuve. Je suis atteinte d'une maladie, je perds un proche, je fais face à une impossibilité ou à une adversité et je dois faire face. Souvent, on met voilà, un peu tout ça dans le même paquet. Il me semble qu'il y a une différence dans l'épreuve, c'est que en soi, l'épreuve n'est pas blessante et n'est pas censée être traumatisante. Pour autant, elle est souvent accompagnée de blessures et parfois elle se clipse avec des situations traumatisantes. Mais voilà, subir une maladie, c'est pas forcément, en soi, c'est pas être blessé. Mon corps est malade, je souffre d'un cancer. En soi, l'affectivité n'est pas touchée. Les conséquences de cette maladie vont souvent amener des blessures par incompréhension, par isolement, ou au contraire par surstimulation. Allez, bats-toi, tu vas y arriver, voilà, sans prendre en compte mes besoins, ma fatigue, les doutes. Voilà. Donc il va souvent y avoir des blessures associées aux épreuves. Parfois, les circonstances de l'épreuve sont traumatisantes. Je pense aux accidents, par exemple, au décès des proches. Je pense à une jeune fille qui a perdu une de ses sœurs aînées alors qu'elle était très jeune. Bien sûr que perdre sa sœur, ça a été douloureux et triste, mais en fait, ce qui a été marquant psychiquement pour elle, ce qu'il a fallu qu'on retravaille, c'est l'annonce de ce décès qui a été d'une brutalité assez incroyable et une solitude, un isolement dans lequel elle s'est trouvée parce que tout le monde se préoccupait de ce qu'il y avait à faire, de s'occuper des plus jeunes qu'elle et puis de faire face soi-même à cette tragédie. Mais en soi, ce qu'il en reste psychiquement, c'est pas l'épreuve réelle et la tristesse d'avoir perdu cette sœur, c'est l'annonce et les circonstances autour qui ont été en partie traumatisantes et en partie blessantes sur le plan affectif. En fait, si je suis blessée, un peu comme un animal, alors on peut dire un animal blessé, il va se tirer, voilà, il va se retirer et il va tenter de se guérir tout seul dans son coin. C'est parfois vrai et pour autant, ça n'est pas neutre dans l'écosystème, ça fait quand même un individu de moins dans la troupe, dans la meute, donc ça peut la vulnérabiliser. Et ce qui est vrai chez l'animal est dans une relative mesure, pas complète évidemment, mais vrai chez l'humain. Un enfant qui va pas bien et qui s'enferme dans sa chambre, ça modifie l'équilibre familial et voilà, et ça pose question et c'est douloureux, et voilà, pour lui bien sûr, mais pas que pour lui. Et puis, par ailleurs, quand je ne me retire pas tout seul dans mon coin pour tenter de guérir ou en disant comme ça j'emmerde personne, l'autre attitude ou l'autre réaction, qui est rarement choisie, c'est j'attaque. Je vais tenter de me défendre contre le sentiment de douleur et de blessure, donc je vais être agressif, je vais manipuler les autres, voilà, ça va générer des comportements qui vont nuire aux autres d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte. En tant que parent, par exemple, c'est Madame, je viens vous voir parce que bon, dans ma vie ça va bien, mais je crie sur mes enfants ou je me rends compte que je leur donne des claques alors que je m'étais toujours dit que je ne le ferais pas parce qu'en plus moi j'en ai vécu et donc je sais ce que ça fait et j'ai surtout pas du tout envie de faire ça, sauf que j'arrive pas à m'empêcher d'eux. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a des blessures. Donc c'est important d'en guérir pour que les générations d'après, celles qui suivent, celles de nos enfants, celles des enfants que l'on côtoie, parce qu'il y a bien sûr nos enfants, la chair de notre chair, mais il y a aussi tous les enfants qu'on côtoie et on en côtoie tous. On est tous responsables, co-contributeurs de la croissance et de l'éducation d'une ribambelle d'enfants que l'on croise, qui dans la rue, qui dans nos interactions familiales, sociales, etc., amicales. Donc les blessures qui n'ont pas été du tout travaillées, guéries, elles vont venir impacter les relations avec les autres. Et elles vont les impacter négativement parce qu'elles n'ont pas été guéries, parce qu'elles sont à vif. Donc voilà, on va avoir des réactions brusques, on va avoir des propos inappropriés, on va avoir une vision du monde négative, etc. Et ça pollue, vraiment. Prendre soin de soi et donc de ses blessures, c'est une façon aussi de contribuer à un monde meilleur. Nombre d'artistes étaient des écorchés vifs et ont fait des choses extraordinaires sans forcément avoir fait 15 ans de thérapie. Et peut-être dira-t-on que c'est parce qu'ils n'ont pas fait 15 ans de thérapie qu'ils ont eu autant de génie. C'est peut-être pas complètement impossible non plus, mais parfois aussi avec des coûts pour eux et pour leur environnement, des coûts humains pour eux et pour leur environnement qui sont pas du tout neutres. La souffrance génère quand même de la souffrance. Et puis la blessure, elle va générer un peu comme... on voit très bien sur le plan somatique, je m'ouvre, je me fais une plaie.
Donc au début, ça fait mal, ça saigne, c'est pas beau. Bon voilà, quand j'en prends soin correctement, ça va finir par faire une cicatrice. Cette cicatrice, et ceux qui sont blessés le savent bien, elle va être une zone toujours un petit peu plus sensible, un peu plus réactive que les zones de mon corps qui n'ont pas été blessées, qui n'ont pas été réparées. Et de ce fait-là, je vais développer à cet endroit-là une forme d'hypersensibilité, de capacité à percevoir des choses et à déployer aussi des stratégies plus particulières qu'à d'autres endroits qui n'ont pas eu besoin, d'une certaine manière, de guérir, de se réparer. La blessure affective et les conséquences psychiques qu'elle emporte, c'est un peu la même chose. Quand ça a pu être suffisamment préservé, donc ne pas s'infecter, etc., ça va permettre à des talents qui étaient déjà là d'émerger et de fructifier. Parce qu'il y aura une sensibilité particulière, parce que les preuves, y compris celles de j'ai mal, je m'inquiète, je ne comprends pas, j'essaie de faire en sorte de m'en sortir, enfin toute cette dynamique-là pour prendre soin de ses blessures et vivre avec et tenter d'en guérir ou de les transformer, voilà, va mobiliser des ressources parfois vraiment assez incroyables, très belles, qui vont mobiliser les talents que j'ai en moi. Et donc ça va devenir, in fine, des talents au profit de tout le monde. On voit très bien, ça je trouve, par exemple, chez un certain nombre de personnels de l'enseignement, des magistrats, des policiers qui ont vécu des choses très difficiles, très douloureuses, et qui, parce qu'ils ont vécu ces choses douloureuses, vont avoir à cœur de s'occuper des enfants, de contribuer à la justice, etc., à l'éducation. Quand ils ont mis suffisamment à distance leur propre souffrance, ça devient des professionnels extraordinaires de sensibilité, de délicatesse, avec des idées, une créativité qui permet à ceux qui bénéficient de leurs actions de grandir. Ceux qui, par contre, sont restés avec des blessures à vif, alors il y aura des beaux fruits aussi, il y a bien des égards, mais avec souvent des contreparties qui seront loin d'être neutres. Je suis un peu épidermique à la culture victimaire. Je le dis avec un peu d'humour parce que j'ai quand même bossé pendant 10 ans en gendarmerie sur les méthodes d'audition et d'interrogatoire et donc sur l'accueil des victimes. Donc c'est pas une manière de dire que je suis insensible à la question des victimes. Bien au contraire, je continue à travailler et œuvrer dans ce secteur-là de différentes manières. Mais le point d'entrée qui consisterait à dire je suis victime des blessures qui m'ont été infligées par mes parents, ou par d'autres, en fait, nous immobilise parce qu'elle nous rend dépendants. Elle nous place dans une situation de dépendance à celui qui a commis la blessure. Et donc, ça induit qu'il faudrait que celui qui m'a fait mal reconnaisse ses torts, les répare, pour que je puisse commencer à aller bien. Alors, parfois, ça arrive, tant mieux, et c'est important que la société œuvre dans ce sens-là. C'est tout le sens de la justice, par exemple. Mais pour autant, il y a plein de situations dans lesquelles, ça ne peut pas arriver. Voilà, celui qui a commis est mort, ou s'est perdu dans la folie parfois. Enfin bon, bref, il y a plein de circonstances dans lesquelles de toute façon, on ne pourra, c'est impossible. Et puis, le risque, c'est vraiment de nous lier de façon extrêmement délétère parce que passive. Ça risquerait vraiment de nous couper de nos forces vives. Oui, on est tous des êtres blessés. Voilà, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on accepte, même si c'est pas très agréable. On aimerait bien parfois être tout puissant et se dire, voilà, moi, je suis par-dessus tout ça, et puis ce qui ne me tue pas me rend plus fort, donc j'ai vécu bien d'épreuves, donc je suis fort, et donc je me reconnais pas je reconnais pas les parties de moi qui sont blessées. C'est une tentation que certains enfourchent allègrement, ou en tout cas avec force, si ce n'est allègrement, c'est pas très joyeux. Mais pour autant, ça fait pas de nous des victimes. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis blessée que pour autant je suis une petite chose qui doit attendre que la justice fasse son œuvre. Alors justice au sens de la justice pénale ou justice sociale avec une réparation. Voilà, parce que j'ai vécu dans tel endroit, dans telle circonstance, il faudrait que la société rachète tel ou tel. Enfin, je pense que là on est vraiment à côté des enjeux parce qu'on n'est pas au cœur du problème qui est la question de l'affectivité. Et que l'affectivité, c'est l'amour, et que donc ce que je reçois d'amour, je peux le recevoir bien sûr de ceux qui m'ont blessé, parce que ça n'empêche pas, combien de blessures sont commises avec intention d'amour, alors c'est souvent un amour pas ajusté, mais c'est des intentions affectueuses, en tout cas qui n'étaient pas forcément délétères ou avec de la méchanceté, c'est assez rare.
finalement. La logique victimaire, elle a vraiment ce côté assez pernicieux d'enfermer la personne d'enfermer l'être dans une attente sans dire que chacun est responsable de soi-même dans une forme d'isolement horrible. Il n'empêche que c'est bien de ma vie dont il s'agit. La première personne qui peut en prendre soin, c'est moi. Si moi je commence à aimer ce que je suis, y compris les parties blessées de moi-même, alors je vais pouvoir mettre en œuvre de la bienveillance, de la bienfaisance, de moi à moi, et par un effet, alors que certains appelleront la loi d'attraction, d'autres appelleront d'une autre manière, le bien attire le bien d'une certaine manière, et le respect et le bienfait, le bien que je m'apporte, que je veux pour moi, va générer de l'attention, de la bienveillance de la part des autres. Je pense que foncièrement, il n'y a pas grand-chose qui se substitue à l'amour. Par contre, ce qui est assez chouette, c'est que l'amour que je n'ai pas forcément reçu, qui n'a pas été forcément disponible à un endroit, d'une certaine manière, je peux aller le retrouver ou le recevoir ailleurs. Je suis toujours frappée quand je reçois et quand j'écoute, de voir à quel point la phrase qui a été dite par la tante machin une fois, alors parfois elle est catastrophique, elle fait très mal, mais inversement, combien elle peut être aussi, une autre parole bienfaisante, peut être vraiment bienfaisante. Enfin, on a l'impression que la vie s'est transformée ou que la vision du monde s'est transformée parce que tante Cunégonde a dit mais qu'est-ce que c'est beau la façon dont tu grandis en ce moment. Et l'ado qui se trouvait vraiment pas bien, qui avait le sentiment d'être le vilain petit canard de la famille, tout d'un coup se dit en fait on peut voir autre chose de moi que ça. Voilà. Et ça c'est de l'amour. Je vais être aussi réparée par l'amour que je vais recevoir. Étant entendu que cet amour que je vais recevoir, pour une part, plus ou moins importante en fonction des circonstances, des situations, c'est aussi de l'amour que moi je vais me donner. Et tout le travail souvent nous qu'on a en thérapie, c'est de permettre à la personne de commencer à s'aimer elle-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un feu, c'est-à-dire qu'on a des petits étincelles et puis d'un coup, il y a quelque chose qui prend. Et la personne qui commence à s'aimer développe et déploie des capacités à se faire du bien et à générer des choses positives pour elle. Alors ce qui est terrible, c'est que quand j'ai été blessée dans mon besoin d'amour, ce besoin n'est donc pas répandu, et donc il continue d'appeler. Il continue d'appeler, mon être demande de l'attention, de la sensation, de la stimulation pour pouvoir continuer à grandir. Je vais tenter de trouver des alternatives, des substituts à ce besoin d'amour qui n'a pas été répondu ou qui a été mal répondu. Quand je dis mal répondu, c'est dans le sens de pas répondu de façon ajustée aux besoins que j'ai à ce moment-là. Un des grands registres, un des grands moyens que l'être humain a de tenter de pallier, d'avoir de la substitution des ersatz de cet amour, c'est notamment tout ce qui relève de l'addiction. C'est-à-dire, je tente de me donner à moi-même quelque chose dont je sens que j'ai besoin, mais que je n'arrive pas, que je ne reçois pas ou que j'ai l'impression de ne pas recevoir. Et dans les addictions, on va avoir bien sûr tout ce qui est comportement alimentaire, boulimie, anorexie. On a aussi bien sûr tout ce qui est prise de substances, toxicomanie, mais on a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions sans substance, la pornographie, le jeu, les addictions affectives aussi. Je me colle à quelqu'un, et souvent à plusieurs personnes successivement, parce qu'évidemment, comme c'est pas ajusté, c'est rarement des histoires heureuses. Tout ce qui est aussi scarification, mise en danger, c'est-à-dire que j'essaye de m'apporter ce qui me semble me manquer. Alors évidemment, intérieurement, une part de moi, c'est que c'est des ersatz, mais pour autant, à défaut de savoir comment je peux faire pour obtenir cet amour que je n'ai pas, je tente de l'octroyer ou de m'en octroyer les contours, au travers de la sensation d'être rempli, de m'évader, etc. L'effet de Pygmalion, c'est un effet qui a été décrit il y a une quarantaine d'années, quand on a essayé de comprendre comment des comportements surviennent par influence. Une des expériences qui a permis de le mettre le mieux en exergue, c'est une expérience avec des enfants qui sont scolarisés, dont on récupère les bulletins en fin d'année, dont on change les commentaires. Donc les bons élèves deviennent entre guillemets des mauvais élèves, et les mauvais élèves deviennent des bons élèves. Et on transmet ces carnets à la maîtresse de l'année suivante, sans évidemment lui avoir dit qu'on avait manipulé les 10 carnets. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que celui qui était un bon élève transformé en mauvais élève
dans le bulletin, ce qu'on observe, c'est qu'au cours de l'année, et assez rapidement, ces résultats se cassent la figure. Et inversement, celui qui était le dernier de classe, dont on a dit toute l'année précédente que franchement, il n'en faisait pas une, que ça ne marchait pas, etc., eh ben, voit ses résultats s'améliorer. Et donc, ça a permis de mettre en lumière quelque chose qu'on observe assez fréquemment, c'est-à-dire de façon assez inconsciente, involontaire, hein, c'est pas une décision, c'est vraiment pas une décision, je me conforme à l'image que l'autre a de moi. Et notamment, ou plus exactement, quand cet autre a une forme d'autorité, quand il est censé contribuer à ma croissance. Donc, par extrapolation, etc., on dit l'effet Pygmalion, c'est l'effet d'influence de la croyance de l'autorité sur la personne. Si quelqu'un croit en moi, eh ben, je vais assez automatiquement et inconsciemment mobiliser mes ressources et donc pour répondre à ses attentes positives. Et de la même manière, je vais répondre à ses attentes négatives s'il pense que je ne suis pas capable. Et donc, je vais être moins mobiliser mes ressources intellectuelles, par exemple, si on est sur ce registre-là. Ça montre une fois de plus à quel point la relation à l'autre est essentielle pour se construire. Pour illustrer un peu ce que ça peut être le travail sur une blessure d'enfance, je repense à cette jeune femme qui vient me voir après une conférence en me disant « Mais c'est horrible, madame ». Je m'étais promis de jamais taper mes enfants parce que moi, mon père nous frappait allègrement tout le temps pour un oui ou pour un non. Je m'étais promis que jamais je lèverais la main sur mes enfants. Et puis j'en ai un premier, ça s'est plutôt bien passé, mais là j'ai une fille et la pauvre, elle a 2 ans et je vois bien que j'arrive pas à ne pas la taper quand elle fait la moindre bêtise. Je suis tout le temps à cran avec elle, c'est horrible. Je me déteste, je suis vraiment une mauvaise mère, je suis désespérée parce que je crois que j'ai tout essayé et j'y arrive pas. Et vraiment, alors je le retranscris tellement mal, mais sa demande était d'une telle authenticité, il y avait une telle détresse, c'était impossible de ne pas tenter d'y répondre. Il y avait une attente un peu magique, hein, si ça avait pu se faire en trois coups de cuillère à peau, il y avait un peu de ça au départ, et ça a été de fait beaucoup plus long que 3 cuillères à peau. Mais ce qui a été très beau, c'est que, voilà, on a dit, elle est au courant, quoi, elle sait très bien où est le problème, son père la frappait, elle a des outils et effectivement, elle avait déjà suivi plein de formations à la communication non violente, etc. Donc, on peut dire, elle a qu'à les mettre en œuvre. Sauf que son système interne était incapable de faire face à la frustration, à la colère, à l'impuissance que générait cet enfant, avec plein de mécanismes psychologiques, de projection, bref. Dès que cet enfant se mettait en colère ou manifestait son tempérament ou n'était pas conforme aux attentes du moment, le système de la maman se flambait et là, on a beau tenter d'avoir les mains sur le volant, tenter de conduire son véhicule dans la direction qu'on s'est fixée, on n'y arrive pas, quoi. Ce qui était très beau, c'est que on a eu tout un chemin d'abord pour expliquer qu'est-ce qui se passait quand sa fille se mettait en colère, pour faire comprendre comment savoir qu'on a un problème, ce n'est pas résoudre le problème, ça ne suffit pas de connaître ou d'avoir nommé une origine, ou ce qu'on pense être une origine, la cause de notre malheur, etc. Ça ne suffit pas et petit à petit, il y a un lien de confiance qui s'est tissé, de séance en séance, de rendez-vous en rendez-vous. Il y a eu du soin psychique aussi, avec des séances plus ciblées sur certaines périodes ou sur certaines scènes pour remettre de la perspective, qu'elle puisse exprimer les situations, enfin ce qu'elle aurait aimé exprimer ou ce qu'elle aurait aimé, ce dont elle aurait eu besoin dans telle ou telle circonstance. Et puis une volonté de faire de sa part, parce que ça a été vraiment, elle a beaucoup bataillé, contre elle et pour sa fille. Et maintenant, c'est une maman qui non seulement est régulée avec ses enfants et ajustée, mais qui a pu accueillir encore un enfant, qui peut surmonter des moments de vie compliqués et qui a renoué, qui a tissé avec ses parents une relation qui est évidemment pas d'une grande intensité parce que les parents, eux, n'ont pas beaucoup bougé, donc il faut qu'elle se préserve et qu'elle préserve aussi ses enfants à elle parce qu'ils ne sont toujours pas ajustés, mais pour autant, elle a pu retrouver suffisamment de sécurité à l'intérieur pour pouvoir accepter de voir ses parents sereinement. Alors ça, c'est un exemple que je trouve très beau parce que d'abord, il est très beau dans l'absolu, et puis la détresse de cette jeune femme, et puis ce qu'elle a réussi à acquérir, j'ai presque envie de dire à conquérir, par la relation de confiance, par une détermination, par du soin, une vie qui finalement est assez épanouie. Ce qui est vraiment porteur d'espoir pour moi, et c'est aussi pour ça que j'ai répondu à votre invitation, c'est que chacun d'entre nous, même si on porte des blessures,
On a aussi notre place dans un écosystème humain, dans un écosystème de la nature, et que à chaque fois que on est abîmé, c'est une partie de la création de la nature qui est certes abîmée, mais c'est aussi autant de possibilités d'entraide, de mobilisation de ressources, de talents qui vont pouvoir éclore, être mobilisés. Et donc, chaque personne qui prend soin de ses blessures, c'est un petit peu de l'humanité qui va mieux et c'est un petit peu du monde qui va mieux. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de dire la nature humaine est tellement belle que quand elle est abîmée, c'est vraiment important. Et c'est vraiment beau de la réparer, de faire en sorte qu'elle soit moins souffrante. Un poison, son contrepoison, dans un espace cohérent, un écosystème, et ben, à chaque blessure aussi, ces possibilités d'être soignée, d'être prise en charge, d'être accompagnée. Et ça tisse du lien humain. Et c'est très doux d'y contribuer, chacun à sa place, à sa fonction, en fonction de son âge, en fonction de ses ressources. Mais on est tous contributeurs des chemins de rétablissement et parfois même de guérison de ceux qui nous entourent, à commencer par nous-mêmes.